et reconnaissance parce que les yeux à travers l'Afrique, à travers le monde entier, ont été rivés sur notre pays, le Mali, qui avait été choisi pour piloter le bateau confédéral. Donc le contact avec eux, c'est de façon très fraîche maintenir le lien, de dire que le mandat doit se poursuivre, et étant donné que c'est la même mission que nous avons, il était nécessaire de revenir les féliciter. Deuxièmement, les inviter à être disponibles. Et troisièmement, à nous excuser à l'avance parce que nous allons fraternellement nous titiller. Donc, ils ont fait tout le point. Ils ont donné, comment dirais-je, l'ensemble des documents qui vont dans ce sens. Après cette rencontre également, nous allons nous déplacer au Niger pour rencontrer aussi nos frères qui y sont. Et il y aura une troisième rencontre qui va se tenir chez eux, au Burkina Faso, à Ouagadougou, pour que nous trois, l'ensemble des trois entités fraternelles, on puisse ensemble voir quel tableau de bord il faut soumettre à ceux qui nous mandatent afin de mieux mener la seconde phase de mandat. Alors, il nous revient que vous avez beaucoup parlé au cours de votre séjour ici du fonctionnement des organes confédéraux, de la mise en cohérence des États membres. Quelle est l'importance de cette question pour vous? C'est très important dans la mesure où, dès lors que vous êtes dans le même navire et que le tableau de bord, c'est la feuille de route, il est tout à fait nécessaire pour ne pas traîner sur un certain nombre de décisions dont nous avons reçu des autres instructions des différents chefs d'État pour la mise en œuvre. Il est essentiel de travailler à ce qu'il y ait de la cohérence. Et quand il n'y a pas de cohérence, la transmission de l'information, l'analyse des instructions qui ont été données, on peut arriver à un moment donné où il y a dysfonctionnement. Et quand il y a dysfonctionnement, ce n'est pas bien, dans la mesure où nos trois chefs d'État, les trois excellences, ne traînent pas sur les questions. Et quand ils analysent, c'est le même point de vue, c'est la même vision, c'est la même orientation. Donc si des instructions sont données et que ce n'est pas correctement harmonisé au niveau de ceux qui ont été mandatés pour agir sur le terrain et rendre compte, nous allons servir des plats dont le contenu n'est pas convenable et ce ne sera pas à notre honneur. Et dès lors qu'un premier responsable vous envoie en mission, il vous envoie en mission sur la base de la confiance. De ce point de vue, vous devrez être quelqu'un d'honnête, quelqu'un de pétri de patriotisme, quelqu'un de loyal, mais aussi quelqu'un pétri d'humilité, parce que nous sommes des êtres humains. On peut même, en voulant bien faire des erreurs, mais il faut que ce soit des erreurs naturelles et non véritablement mettre des grains de sable de façon malséante dans la machine. Alors, vous êtes une commission nationale mise en place donc auprès du président du Faso. Parlons de ces commissions nationales. Quel mandat, quel rôle effectif au sein de la Confédération? Justement, quand les chefs d'État, ces excellences, se sont retrouvés à Niamey le 6 juillet 2024, dans le traité et le communiqué final, ils ont bien dit que dans chaque pays, ils devaient mettre en place une commission qui doit suivre la mise en œuvre des décisions et des orientations qui sont prises par les chefs d'État. Le deuxième niveau, vous savez très bien que nous sommes dans une période de guerre. Et qui dit guerre également, la communication a sa place. Donc cette commission également devait voir avec les organes de communication nationaux et les organes confédéraux, avoir un plan de communication pour porter la parole des chefs d'État. Le troisième niveau, chaque commission devait avoir un programme d'activité nationale qui est soumis à son excellence, qui apprécie, qui valide et qui ordonne la mise en œuvre. Le quatrième niveau, vous savez très bien que nous sommes dans une action de conquête de souveraineté. Et pour ne pas dire, nous sommes dans une période de révolution. Et qui dit révolution dit un pouvoir porté par les peuples. Et si c'est un pouvoir du peuple, la commission est mandatée d'aller auprès de ces communautés, auprès des populations, expliquer les enjeux, expliquer les décisions qui sont prises, d'où nous venons, où nous sommes, et où est-ce que nous avons été mandatés par les chefs d'État d'aller. Justement, quand on donne la parole aux populations, elles ont droit, et même c'est leur devoir, en contribution à la construction confédérale, de prendre la parole et de donner leur point de vue. Dans la façon de décliner leur point de vue, il peut arriver qu'il y ait des propositions. Ces propositions, donc, cinquièmement, doivent être synthétisées et transmises au chef de l'État qui pourra voir à l'intérieur qu'est-ce qui peut être choisi dont la mise en œuvre renforce le pilier confédéral. Et le sixième niveau, il faut mener des études prospectives
tenir des rencontres avec des experts, apprécier pour voir si, en analysant l'histoire, avec la confrontation de l'élan que nous avons pris, s'il n'y a pas de proposition bienséante qui pourrait permettre au chef d'État de renforcer et d'évoluer vers une fédération. Et la dernière mission, c'est toute autre mission dont le chef de l'État va estimer que telle tâche doit être exécutée par la commission. En ce moment, il vous mandate de façon formelle. Donc voilà les différentes missions qui sont déclinées. Alors, parlez-nous déjà de l'expérience de votre commission au Burkina Faso depuis qu'elle a été mise en place. Comment est-ce qu'elle évolue? Je pense qu'elle évolue bien et je tiens à saluer l'ensemble des communautés, pas seulement de votre pays frère Burkina Faso, mais l'ensemble des communautés des trois entités patriotiques. Je le dis parce que nous avons été nommés le 9 décembre 2024. Nous avons été installés le 13 janvier 2025. Et ce jour, nous avons lancé un appel à l'ensemble du peuple confédéral, parce qu'on a dit qu'on est sur un espace, c'est un même peuple, c'est un même destin. Et nous avons lancé cet appel pour demander de nous accompagner. Et justement, nous n'avons pas manqué d'accompagnement. Parce que au Burkina Faso, votre pays, nous avons tenu à parcourir l'ensemble des régions. Et comme je l'ai dit tantôt, il faut donner la parole au peuple, il faut donner la parole aux masses. Et pendant ces rencontres populaires, nous ne sommes pas limités seulement à ceux qui vivent sur le territoire burkinabé en tant que burkinabés. Nous avons ouvert ces rencontres-là à l'ensemble des frères de l'espace aïeusien, pour ne pas dire africain, dans la mesure où il y a beaucoup d'autres nationalités qui sont venues pour prendre part, écouter le message que nous sommes venus transmettre. J'avoue que la première leçon que nous avons tirée, c'est d'abord de constater que notre appel de nous accompagner a été suivi. La deuxième leçon que nous avons tirée, c'est en même temps un appel à notre endroit par l'ensemble de ces communautés pour dire que nous sommes suivis au quotidien. Personne n'a droit à l'erreur. Nous n'agissons pas pour nos individus, nous agissons pour les peuples, nous agissons pour des nations, nous agissons pour l'histoire. Et la troisième leçon que nous avons tirée, c'est de constater que les Africains, comme notre chef d'État, le camarade capitaine Ibrahim Traoré l'a dit, que quand vous appréciez le comportement de certaines communautés et des populations, c'est comme si même dans leur attitude, elles étaient en avance dans l'histoire par rapport même à un certain nombre de décisions qui sont prises. C'est à nous d'être à la hauteur de ces missions historiques. Et je l'ai aussi tantôt dit que nous ne sommes pas venus pour inventer la roue. Il y a eu des dévanciers, des gens qui ont eu à porter l'histoire haute de l'Afrique, qui se sont sacrifiés dans le sens d'unifier les Africains. On ne peut pas parler aujourd'hui sans faire un clin d'œil et souhaiter que la terre africaine leur soit légère. Donc, je pense que nous avons été accompagnés suffisamment. Et pour ne même pas me limiter à l'espace aïeusien, j'ai eu également, au mois de novembre, à faire un déplacement sur un pays voisin, le Togo, où c'était les journées d'engagement patriotique et de participation citoyenne. Mais la salle de conférence a refusé du monde. Et ce que j'ai constaté, ce n'était même plus seulement les pays aïeusiens. C'était comme si c'était une rencontre africaine. Des gens ont quitté les pays, la Côte d'Ivoire, le Ghana, pour dire que si on devait faire un référendum pour voir quelle est la vision de l'ensemble de nos frères africains dans ces différents pays par rapport à l'élan qui est engagé dans l'espace confédéral, c'est sûr que les peuples sont très en avance, ils sont prêts à s'unir. C'est probablement ceux qui sont à la tête de certains pays dont peut-être qu'ils pourraient posséder des queues invisibles, qui sont secoués de part et d'autre par des impérialistes, qui ne sont pas en phase. Mais seulement ce n'est pas en conformité avec la qualité d'éducation africaine qui nous est inculquée, qui est qu'on doit être des hommes d'honneur, des hommes de loyauté, des hommes d'intégrité, des hommes qui aiment notre continent. Nous sommes condamnés à en faire ainsi, parce que autant on appelle les noms des gens qui ne sont pas vivants aujourd'hui, de par la qualité de leur travail, dans 50 ans, 100 ans, chacun doit faire en sorte que les générations qui vont venir puissent se mirer dans les actes de contribution dans la construction de la Confédération. Alors, l'AES qui, quelque part, inspire, l'AES qui s'impose quelque part sur la scène internationale, l'AES quelque part qui fait peur aussi, l'AES qui est combattue. Alors, où réside la force de cette organisation selon vous? Je pense que ce sont ceux peut-être qui ont quelque chose à se reprocher, qui ont peur de l'AES. Et parce que je ne pense pas que le fait que vous
vous décidiez de vous battre, de vous sacrifier pour votre épanouissement, en refusant d'être classé comme un sous-homme devait faire peur à quelqu'un. Donc si quelqu'un a peur de l'élan de l'AES, c'est que lui-même il a quelque chose à se reprocher. Et typiquement, sur votre question, il faut dire que la force de l'AES réside d'abord en la qualité des 3 dirigeants qui, comme je l'ai dit tantôt, en quelques secondes, fractions de secondes sur des sujets, ils ont le même point de vue et la même orientation. C'est nous seulement qui les accompagnons, on doit tout faire pour que notre langage, en termes de compte rendu de missions qui nous sont assignées, en termes d'exécution des missions, même là où ils ne sont pas, que nous soyons des hommes corrects, droits et loyaux. Et parce que si nous venons rendre compte d'un certain nombre de missions que nous avons exécutées et que le propos est contradictoire à ce qui est sur le terrain, ça peut amener une appréciation différentielle au niveau des chefs d'État. C'est ça qui n'est pas souhaitable. Donc la première des forces là, ce sont les 3 dirigeants, ce sont les 3 leaders. La deuxième des forces, et qui est très principale, c'est l'accompagnement et l'unité des peuples. Et vous me permettrez sur ce point de dire grandement merci à l'ensemble des peuples du monde. Parce que vous savez très bien que ceux qui sont autour, dont ceux dont vous dites que l'AES fait peur, et qui rôdent autour comme des rapaces, c'est des gens qui n'ont jamais reculé. Ils peuvent donner l'impression de reculer. Et je prends le cas du Venezuela qui vient de se passer tout de suite. Au plus d'une vingtaine d'années, vous voyez ce qui vient de se passer. Vous prenez le cas de Cuba, ça fait des dizaines d'années où ces rapaces tournent autour. Donc c'est pour dire que la veille citoyenne à tous les niveaux doit être permanente. Donc la première qualité de force, c'est la force des peuples. Et le peuple au niveau de l'espace aérien n'est pas isolé. Et c'est parce que justement, à travers le monde entier, tous les peuples sont d'accord avec l'élan en cours dans l'espace confédéral, parce que la conquête de la souveraineté, la conquête du bien-être, la conquête de dignité, la conquête de l'intégrité humaine, ce n'est pas seulement pour ceux qui vivent au niveau de l'espace AES. La preuve est que des décisions fermes ont été prises pour dire un Africain qui veut venir dans l'espace ne devrait pas avoir à payer un visa. Donc, c'est un espace qui appartient au peuple pour leur épanouissement. Donc, en même temps que c'est pour leur épanouissement qu'ils doivent comprendre, c'est un œuf qu'ils doivent protéger. Et protéger cet œuf commence par protéger les différents leaders pour empêcher que quelque chose leur arrive. La troisième phase ou le troisième niveau de force, il faut dire, c'est, j'allais dire, le fait qu'on puise dans notre histoire et on n'est pas suspendu. Il faut qu'on apprenne à savoir d'où nous venons et maîtriser où nous sommes en termes de culture afin de nous projeter pour voir où nous allons. Et quand les chefs d'État disent retour aux sources, parce que quelqu'un qui est isolé de ses sources, c'est quelqu'un qui est perdu. Si vous ne savez pas d'où vous venez, vous ne savez pas où vous êtes, ce serait difficile de savoir où vous partez. Donc la troisième force, et ça aussi c'est un appel qu'on réitère, chacun doit faire en sorte à se référer aux valeurs d'éducation qui nous ont été inculquées par nos parents, nos grands-parents, aux valeurs et aux sillons qui ont été vaillamment tracés par les dévanciers. Je veux parler des Modibo Keïta, les Thomas Sankara, les Daniel Ouezin Koulibaly, les Patrice Lumumba, etc. Ils sont nombreux, je ne pourrais pas les citer tous, qu'on se réfère également à eux. Parce que quand vous avez une mission, vous exécutez avec humilité et vous savez que vous n'êtes pas venu inventer la roue, ça vous permet de savoir qu'est-ce qui avait été déjà bien fait, que vous consolidez, où est-ce qu'ils ont trébuché afin de rectifier bien pour ne pas davantage trébucher. Donc voilà les différentes forces, tout en gardant l'humilité de dire que je ne peux pas être exhaustif sur ce point. Alors, revenons, Monsieur le Président, si vous le permettez, sur le deuxième sommet des chefs d'État de l'AES tenu ici à Bamako. C'était sans doute un des temps forts de la vie de l'organisation, marqué notamment par l'inauguration d'une banque, le lancement d'une radio, d'une télévision. Mais beaucoup estiment que sans la monnaie, ce n'est pas achevé. Qu'est-ce que vous pensez de cette... D'abord, nous réitérons nos sincères félicitations aux 3 leaders. Deuxièmement, à leur endroit, nous rappelons notre engagement à travailler en sorte à mériter leur confiance, aller au front de façon sacrificielle. Troisièmement, tous ceux qui ont été mis sur ces flancs de mission, qui ont travaillé pour qu'il y ait ces acquis que vous venez d'énumérer, ils sont à féliciter. Ils sont aussi à encourager, parce que comme vous l'avez dit, si l'élan AES fait peur, ça veut dire à défaut, traditionnellement on dit que quand vous avez un sacrifice d'un porc épic, si vous ne gagnez pas, si vous gagnez un hérisson, vous allez prendre. Ça veut dire quoi? Que ceux qui rôdent autour des chefs d'État, cherchant à leur faire du mal, s'ils trouvent un bon morceau envoyé par le chef d'État qui travaille bien, ils ne vont pas laisser. Donc ce sont des gens qui se sont mis à la tâche,
qui se sont mis sur des braises. Et je commence à ce niveau-là à féliciter sincèrement nos 3 répondants des affaires étrangères, que ce soit celui du Mali, le frère Diop, M. Traoré du Burkina et M. Bakari du Niger. Des gens qui ont pris la parole là où ce n'était pas évident de prendre la parole et pouvoir s'en sortir. Il faut les féliciter. Et en les félicitant, il faut féliciter nos répondants diplomatiques dans les différents pays. Parce que le mal, ça peut quitter de partout, les dangers sont de partout, mais ils ont pu tenir. Justement, les résultats que vous venez d'énumérer indiquent que tous ceux qui estiment que nous ne sommes que dans le bavardage disent faux. Vous voyez très bien qu'effectivement, il y a eu la Banque confédérale, il y a eu la télévision, il y a eu la radio. Et nous sommes en train de travailler pour qu'il y ait la presse écrite et celle en ligne qui sera basée à Niamey. Il y a eu le projet ferroviaire pour pouvoir désenclaver les 3 capitales, qui sera appuyé par le projet autoroutier. Il y a également le fait qu'ils ont travaillé à ce qu'il y ait le passeport AES, diplomatique ordinaire et puis de service. Il y a la carte biométrique de l'AES, etc. Maintenant, la question de la monnaie, comprenez que si je me réfère à une interview qui a été donnée par son Excellence, le général d'armée, Abdourahmane Tiani du Niger, il a bien dit que les chefs d'État sont toujours en réflexion permanente. Et quand il y aura le moment de communiquer sur cette question de monnaie, les spécialistes dans cette matière seront mandatés pour communiquer. Ben, si nous avons confiance en nos leaders, il n'y a pas de raison que nous ayons de doutes ou bien que, on se mette à trembler. Ils ont déjà dépassé des étapes qui indiquent qu'ils sont capables de faire face à tout type de vagues. Des mauvaises langues ont même dit que l'AES n'allait pas dépasser 3 mois, 4 mois. Aujourd'hui, nous sommes en train d'évoluer avec l'accompagnement de Dieu et des ancêtres vers 3 ans. Donc, il faut dire félicitations à nos leaders. Donc, il ne faudrait pas que les peuples s'en émeuvent en disant que la monnaie, ce n'est pas encore à jour, on n'a pas proclamé. Tous ceux qui activent sur ces filets ne sont pas forcément pour l'AES. Nous savons que la monnaie occupe une place prépondérante dans la question d'indépendance. Mais à coup sûr, il faut avancer de façon très sereine. Parce que c'est par rapport aux expériences aussi amères passées que les chefs d'État sont obligés de regarder entre les lignes. Vous avez vu en 1958, quand Sékou Touré a tapé du poing sur la table pour dire l'indépendance de la Guinée, c'est ici et tout de suite, le général de Gaulle a dit, si vous voulez, vous la prenez. Mais ils se sont préparés pour saccager tout ce qu'il y a comme force économique. Vous avez vu comment la Guinée a été inondée de faux billets, ainsi de suite. Donc, une monnaie ne se décrète pas par précipitation. Soyons très sûrs, si aujourd'hui, l'achat de nos armes, l'achat des appareils agricoles, l'achat des appareils médicaux, tout ça, on était bloqué, on n'arrivait pas à les avoir, c'est là on allait commencer à s'inquiéter. Mais si les chefs d'État ont du génie, ils ont les ressources nécessaires de contourner et puis avoir tout ce matériel, allons-y sereinement parce qu'il ne suffit pas de construire, j'allais dire, une confédération très géante et dont les pieds seront faits en argile. Il faudrait avoir patience, poser solidement les piliers pour que même après nous, ça puisse véritablement tenir. Donc, la monnaie s'annonce et continue de s'annoncer, mais de façon très sereine au niveau de la concertation très très contiguë entre les 3 chefs d'État. Alors, la présidence du Faso, je sais que vous ne voyez pas forcément la chose comme ça. Quelle vision, quelle feuille de route, quelle destination pour ce véhicule que vous décrivez, vous? Oui, et la destination, tout en réitérant notre reconnaissance aux chefs d'État qui nous ont mandatés sur les différents fronts de mission, nous avons la première mission comme destination à faire en sorte que tout ce qui a été énuméré comme acquis soit consolidé. Parce qu'un acquis qui dit acquis dit un élément, si vous n'êtes pas vigilant, vous allez le perdre. Même si vous avez construit une maison, tout est fini, vous habitez dedans, vous êtes obligé de regarder et procéder aux réparations quotidiennes. Sinon, vous allez vous retrouver dehors un jour. Donc, tout ce qui a été énuméré comme acquis a besoin d'un regard continu pour pouvoir surveiller afin que ça ne s'érode pas. Le deuxième élément, il y a déjà des actions qui ont été engagées sur certains projets par nos frères de l'espace confédéral malien. Donc, avec eux également, leur accompagnement, nous allons continuer dans ce sens et apprécier dans la feuille de route un certain nombre de projets dont le démarrage n'est pas encore fait pour qu'ensemble on puisse s'entendre, voir et sur quoi il faut mettre l'accent, faire une synthèse, transmettre aux chefs d'État qui vont apprécier entre eux, valider afin que nous puissions poursuivre la mise en œuvre. Si vous voyez qu'aujourd'hui nous sommes chez nous à Bamako et que demain après-demain nous serons chez nous à Niamey,
c'est pour échanger également avec eux. Et puis, à un troisième niveau, nous retrouver ensemble et pour pouvoir voir la feuille de route qui a été tracée là, c'est sur quoi on peut mettre l'accent, voilà, pour en faire un projet, transmettre acquis de droit rapidement. Et puis, bon, si nous avons mandat, on poursuit la mise en œuvre. L'AES qui a plein de projets, on va dire, l'AES qui évolue selon ses axes, diplomatie, défense, diplomatie, développement, l'AES qui parle d'une même voix, mais les questions de défense sont encore très présentes, les attaques continuent dans nos pays, dans nos villes, dans nos villages. Au Mali, il y a une guerre relative à l'approvisionnement du carburant. On reste toujours confronté à cette hydre terroriste. Comment est-ce que vous mesurez déjà le chemin parcouru en matière de sécurité et quelle évolution, en tout cas pour les pays de l'AES, sur ce front? Sur ce front, permettez-moi d'abord de m'incliner sur la mémoire de l'ensemble des frères et sœurs dans l'espace confédéral qui ont perdu la vie, qui sont tombés les armes à la main, que ce soit ceux qui font partie des forces de défense et de sécurité dans l'espace, que ce soit les volontaires pour la défense de la patrie, les VDP, que ce soit les fonctionnaires, les commerçants, tous ceux qui font de l'espace économique dans l'espace confédéral et qui ne sont pas parmi nous aujourd'hui. Nous prions Dieu, élément des ancêtres, que la terre confédérale leur soit légère. Et vous comprendrez très bien que nous sommes en guerre. Et étant donné que nous sommes en guerre, c'est étant aussi bien clair et clarifié par les chefs d'État que c'est une guerre d'accaparement de nos terres, de nos ressources, chose qui n'a pas commencé aujourd'hui. Nos grands-parents l'ont menée de façon vaillante, ils n'ont pas baissé les bras. C'est à nous de comprendre que nous faisons face à une situation qui ne peut pas finir en une seule journée ou en un mois. Et cette guerre, notre souhait est qu'on puisse venir à bout. Et ce n'est même pas un souhait, c'est un engagement, nous devrions venir à bout. Et pour en venir à bout, c'est de bien comprendre que cette guerre a plusieurs facettes. Il y a sa facette militaire, il y a sa facette économique, il y a sa facette politique, sa facette culturelle, etc. Donc, dès lors que vous arrivez à prendre le dessus sur un pan, vous ne faites pas attention, ça glisse sous l'autre pan. En ce qui concerne la facette militaire, donc sécuritaire, vous serez d'accord avec moi que l'espace confédéral, depuis les années 1960 à nos jours, n'a jamais eu un tel niveau d'organisation et même d'équipement de nos forces de défense et de sécurité. Donc, c'est un grand pas. Le deuxième grand pas, pour prendre un exemple typique, vous savez très bien, nous avons fait combien d'années dans notre espace confédéral, surtout le côté malien, sans mettre pied à Kidal. Donc le fait de récupérer Kidal est, devant l'histoire, un acquis assez énorme. Au Burkina, il y a des régions où on ne pouvait pas se déplacer et y aller. Au Niger également, c'était pareil. Tout n'est pas rose, parce que même si aujourd'hui, un seul frère malien ou burkinabé ou nigérien venait à tomber, c'est une perte en vie humaine, c'est déjà énorme. Là n'est pas le souhait. Mais la meilleure façon de dire que ce n'est pas bon, c'est amer, c'est de nous organiser conséquemment, renforcer la solidarité pour défendre sa mémoire. C'est ça qui est important. Et quand vous comprenez que ce sont des forces internationales unies de façon malsaine qui nous attaquent, qui attaquent ces trois pays qui n'étaient pas bien organisés, ni en effectif FDS, ni en équipement matériel, et on arrive à tenir sur 3 ans, c'est déjà bravo, ça veut dire que nous sommes sur la bonne voie. Et vous savez très bien que la guerre aussi, elle est économique. Et comme justement, ils attendent la monnaie ne sort pas, on continue de payer du matériel, ils ne savent pas avec quoi on paye, et ils déplacent ça également sur le terrain pour faire en sorte à ce qu'on soit à genoux économiquement. Donc voilà pourquoi je dis que la guerre aussi est économique. Il y a combien de chauffeurs, de citernes et autres qui sont décédés en route? Il y a combien d'usines qui ont été attaquées? Malgré tout ça, nous restons debout. Et quand je dis qu'elle est politique, et c'est là-bas que c'est malheureux, on trouve des morceaux toujours dans l'espace confédéral à les retourner contre leur propre nation. C'est ça qui est très dommage. C'est ce qui fait, je dis, que tout acte qu'on pose, quand on est un ressortissant de l'espace confédéral, qu'on puise nos ressources en lien avec notre culture, ceux qui nous ont mis au monde. Est-ce que les actes que je pose sont à magnifier leur mémoire ou bien je détériore leur mémoire? Et dans cette question de guerre politique, il faut aussi faire en sorte que les peuples prennent conscience, que les peuples s'engagent, qu'ils s'en approprient cette lutte, d'où j'ai dit que le rôle des commissions, c'est d'aller aussi auprès de l'ensemble des communautés pour qu'elles comprennent que même le combat que nous sommes en train de mener, ce n'est même pas pour nous-mêmes, ce n'est pas pour des individus. Il ne faudrait pas que les cris de nos arrière-petits-enfants nous rejoignent au cimetière
parce que nous avons refusé de nous assumer. Et il y a la facette culturelle, qui est aussi très dangereuse, cette guerre culturelle qui est qu'il faut nous détruire pour qu'on ne sache même plus d'où nous venons, quelle est notre histoire. On n'a pas de ressort. En ce moment, ils sont sûrs qu'ils nous ont en main à jamais et que nous nous sommes perdus à jamais. Parce que quand on vient me faire réciter, par exemple, sur le plan culturel, que ceux qui ont découvert les États-Unis d'Amérique, c'est Christophe Colomb, et on me fait enseigner ça aux enfants pendant des dizaines d'années, et je viens de découvrir que ce n'était pas lui, c'était mon grand-père malien, Aboubakari II, mais vous voyez ce que ça fait. Donc c'est pour dire que la guerre, elle est partout, et surtout le côté communicationnel. Voilà, on désinforme, on fait des lavages de cerveau, on crée des crises qui n'existent pas. Avant le sommet, on a vu communiquer sur des antennes pour dire que Bamako est déjà pris, que le chef de l'État était en train déjà de vouloir transférer le pouvoir. Et pour montrer comment c'était très grave, cette facette communicationnelle de la guerre, même des intellectuels de haut niveau, dans 3 ans, 4 années passées, disaient que, bon, telle information n'est pas encore dite sur RFI, donc c'est pas vrai. Certains ont dit, bon, ça n'a pas encore été dit sur France 24, donc c'est pas vrai. Est-ce qu'aujourd'hui, on se réfère à France 24 ou à RFI? Donc, nous sommes debout, considérons que nous avons le devoir de réussir. Et dans ce devoir de réussir, il ne faudrait pas que chaque élément dans le navire qui avance avec vaillance creuse des trous pour que le navire prenne de l'eau. J'ai toujours dit que nous qui continuons de magnifier les ancêtres, il faut qu'eux aussi accompagnent de façon vivace. Il faut qu'ils arrêtent de se promener beaucoup, de regarder les bons actes et les mauvaises herbes. Il faut qu'ils tapent pour nous permettre de mieux avancer. Alors, Monsieur le Président, nous enregistrons cette émission ce 14 janvier. Cette date est désormais instituée Journée nationale de la souveraineté retrouvée au Mali. Elle marque véritablement cette rupture avec la CEDEAO quand le peuple malien s'était mobilisé pour dire non à la suite des sanctions infligées à notre pays par la CEDEAO et l'UEMOA. Alors, que vous inspire cette journée? J'ai dit simplement bravo au frère leader, son Excellence, le général d'armée Assimi Goïta. Bravo à l'ensemble de ces 2 frères, le camarade capitaine Ibrahim Traoré et le général d'armée Abdourahmane Tchani. J'avoue que c'est une date forte. J'ai eu à dire pendant nos conférences récentes des régions que les indépendances formelles que nous commémorons, c'est pour ne pas oublier nos quelques grands-pères qui ont été des hommes de valeur. Mais dans le fond, ce ne sont pas des dates d'indépendance. Les vraies dates d'indépendance, quand le peuple confédéral aura correctement sa souveraineté, c'est des dates comme ça desquelles il faut faire référence. Il faut en faire référence parce que la patrie malienne, elle leur revient de très loin. Elle leur revient de très loin. Ça ne veut pas dire que les dévanciers n'ont rien fait. Je viens de prendre le cas de Kidal, comment ça a été arraché. Et la question de la date du 14 est une date historique marquante dans la mesure où l'organisation appelée CEDEAO était devenue à quelque part, ou même est devenue à quelque part, une coquille sans contenu des aspirations des pères fondateurs de cette organisation. Parce que vous savez très bien, si vous fouillez les annales, on va vous dire que la première rencontre de concertation de la création de la CEDEAO a eu lieu même dans le Mandingue, avant qu'il ne se retrouve à Abuja en 1975 pour la création de la CEDEAO. Et quand il créait la CEDEAO, il y avait Moussa Traoré, qui était militaire, il y avait Yadema, qui était militaire, il y avait Sangoulé Aboubakar Lamizana, qui était militaire, il y avait Séni Kounché du Niger, qui était militaire. Donc, ils ont réfléchi pour dire qu'il faut, dans l'espace, mettre une structure en place pour permettre l'intégration des peuples de l'espace ouest africain. Mais d'évolution en évolution, on se retrouve à une période où des enfants de ces mêmes pays ont constaté que ça ne va pas, ils prennent leurs responsabilités, et une organisation qui a un texte, un contenu intérieur, laisse quelqu'un qui s'assoit derrière les océans, qui prend son Nescafé et qui dicte un autre règlement intérieur qui n'existe jamais à cette organisation de mettre en œuvre. J'en veux pour exemple, parce que dans les textes de la CEDEAO, il a été clairement dit que si vous êtes membre de la CEDEAO et que vous posez un acte qui ne convient pas au fonctionnement de la structure, il n'y avait que 3 sanctions possibles. La première sanction, c'est que les rencontres de la CEDEAO, on ne t'invite plus. La deuxième sanction, c'est que la CEDEAO ne programme pas une rencontre dans ton pays. La troisième sanction, c'est que si vous avez des ressortissants comme fonctionnaires internationaux que vous voulez placer, la CEDEAO ne vous accompagne pas.
Voilà les 3 sanctions. Il n'est écrit nulle part dans un règlement ou un texte de la CEDEAO que quand ça ne va pas et vous voulez incriminer le pays, il faut fermer les frontières. Quand vous fermez les frontières, là, ce sont les dirigeants que vous punissez ou bien ce sont les peuples. Vous fermez les frontières, les médicaments ne rentrent pas, la nourriture ne rentre pas. C'est qui vous tuez? Ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect, il n'est écrit nulle part dans un texte de la CEDEAO qu'on doit geler des biens d'un pays ou de dirigeants. Il est même dit dans le règlement intérieur de la Banque centrale, à son article 4, que ces banques-là sont hors de toute injonction politicienne. Mais pourquoi on va? Je me demande les juristes et puis tous ceux qui sont autour là, qu'est-ce qu'ils donnent comme conseil? Comment on peut permettre d'aller geler les biens d'un pays tout en sachant qu'il y a un règlement intérieur qui indique totalement le contraire? À un moment donné, quand c'est comme ça, il faut qu'on ait le courage de dire, ce n'est pas à quelqu'un de boire son café à Paris et de dire à l'organisation là où elle doit aller. Si nous y sommes, c'est qu'on n'est pas souverain. C'est que nous ne méritons même pas le sacrifice de nos grands-parents. Donc moi, je tiens à saluer le peuple frère malien qui s'est organisé. On dit que quand un homme refuse, il dit non. Qui s'est organisé et qui a pris son destin en main. Et justement, quand le destin a été pris en main, des gens ils ont pronostiqué 2 mois, 3 mois, 4 mois, on ne va pas tenir. Aujourd'hui, nous sommes à combien d'années? Mais justement, c'est en même temps un appel à nous qui sommes les dirigeants à tous les niveaux. Si les peuples ont eu confiance et ils ont agi comme ça, il faut qu'on conforme nos attitudes et nos pratiques aux aspirations du peuple. Et ça, c'est très important, parce que c'est un pouvoir que le peuple donne à travers la confiance. Bassolement qui agit dans cette période, il doit comprendre que c'est un pouvoir du peuple. Et si c'est un pouvoir du peuple, à tout point de vue, je dois être exemplaire, je dois être loyal, je dois être digne, je dois être intègre. Donc, il n'y a pas de... Chez nous, au Burkina, il y a un ancien président qui a dit le mouta-mouta, qui me prête le terme, ça veut dire on rentre dedans, on mélange, on ne sait même pas, on fait du faux. Hein? On est dans le noir, c'est du tricotage, on ne comprend pas. Ça doit s'arrêter si on veut avancer. Donc, les peuples ont pris son engagement, sa détermination, le 14 janvier, et aujourd'hui, c'est une date historique. Nous, de façon solidaire, nous devrions comprendre que dans l'espace confédéral, rien ne doit être posé sans que nous ayons solidarisé. Si on le fait, les vautours qui tournent aussi arrivent à savoir où se trouvent les failles. Est-ce que nous parlons de la même voix? En tout cas, on doit continuer à parler de la même voix. On doit continuer à renforcer la cohésion, la solidarité, pour que les leaders qui sont en tête ne soient pas amenés à redescendre pour voir qu'est-ce qui ne va pas en bas. Non, on doit solidariser pour les accompagner, les sécuriser et garder fortement notre mémoire sur tous les acquis historiques qui sont arrachés. Alors, nous sommes presque au terme de notre entretien, Monsieur le Président. Dernière question, avec quel sentiment, pour revenir à la vie, vous repartez aujourd'hui de Bamako? C'est un sentiment de satisfaction. Un sentiment de satisfaction dans la mesure où j'ai déjà dit que nous avons mené des travaux sur 2 jours qui ont été assez promoteurs au-delà même des objectifs. Un sentiment de satisfaction parce que quand j'ai rencontré son Excellence, le général d'armée, Assimi Goïta, il nous a dit que si vous venez 1000 fois ici pour me rencontrer, vous allez pouvoir me rencontrer 1000 fois. Mais quand un leader confédéral te dit cela, et moi, ma modeste personne, qui a été envoyée en mission par un chef d'État, j'ai intérêt à ne pas dormir. Voilà. Et même si je vais dormir, ça sera un œil ouvert, un œil fermé, parce que je dois être prêt à courir. Je dis tout simplement que, même si je suis satisfait aujourd'hui, je demande à l'ensemble des communautés de nous accompagner. Le combat, il est confédéral. En demandant aux communautés de nous accompagner, c'est de demander aux forces de la nature, à Dieu et à nos ancêtres, ce sont eux qui nous ont éduqués. S'ils estiment que nous sommes sur la bonne voie, c'est à eux de tracer la voie, mettre en tout cas de la fraîcheur sur la voie, afin que nous puissions avancer. Et le dernier mot, c'est de dire félicitations et encouragement à l'ensemble des peuples du monde pour leur accompagnement, et surtout à l'ensemble de nos frères et sœurs qui tiennent les armes, qui sont sur les différents fronts de combat. Et une maladie peut rentrer du coup, mais elle ne ressort pas du coup. Et moi, je pense qu'avec les acquis qui ont déjà été égrenés, nous sommes en train d'avancer de façon très certaine. Et étant donné que ce n'est pas un combat individuel, c'est un combat des peuples, nous apportons notre pierre et nous souhaitons que ces pierres soient bien posées, de sorte que demain, après-demain, même si on n'est pas là, qu'il y ait des générations qui vont venir poursuivre le combat. Bassolement Bassi, merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie, merci. Merci beaucoup. Merci, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de l'invité. Bonne suite de programme sur le RTM.